L'Inde et le Pakistan. Ces deux États rivaux d'Asie du Sud ont été en guerre 4 fois depuis leur indépendance du Royaume-Uni en 1947. Et tous les deux sont détenteurs de l'arme nucléaire. Les tensions montent régulièrement entre ces deux voisins et il est nécessaire de comprendre d'où vient cette rivalité. Entre conflits religieux, territoriaux, accès aux ressources en eau, la guerre entre l'Inde et le Pakistan est-elle inéluctable ? Est-ce que vous savez que des entreprises en ce moment même vendent et achètent des données vous concernant, que ce soit votre nom, vos adresses, votre numéro de téléphone ou même des informations sur vos habitudes de consommation? Les entreprises qui en font le commerce s'appellent des data brokers et vous pouvez, si vous le souhaitez, leur demander de retirer de leur base de données toutes les données qu'ils ont vous concernant. Le problème, c'est que vous n'avez aucune idée de qui sont ces entreprises, de comment les contacter, et même si vous le saviez, ça vous prendrait un temps fou. J'en viens donc à vous parler du sponsor de cette vidéo, Inconi. Inconi, c'est une entreprise à laquelle vous allez donner la permission de contacter ces data brokers pour les obliger à effacer toutes les données vous concernant. Concrètement, vous créez un compte sur Inconi, puis vous leur donnez le droit de contacter ces data brokers en votre nom. Et vous allez avoir accès à un tableau de bord vous montrant la progression des demandes. Pour ma part, 45 data brokers étaient concernés, et c'est pas étonnant quand je vois par exemple tous les emails d'arnaque que je reçois sur la boîte mail de la chaîne, l'adresse a dû pas mal tourner. Clairement, tout le monde est touché et vous l'êtes probablement aussi. Alors parfois vos données sont juste utilisées pour vous harceler avec de la pub, c'est pas super agréable mais c'est pas si grave, mais d'autres fois elles sont utilisées pour des activités bien plus sensibles. Il y a eu des cas par exemple de prêts bancaires contractés sans l'accord des gens, ou encore des cas où les assurances maladie ont accès à vos données de santé et vont ensuite s'en servir pour augmenter les prix qu'ils vous proposent. Bref, vous commencez à comprendre l'intérêt que représente Inconi. Si vous souhaitez le tester, vous allez trouver un lien en description de la vidéo. En cliquant dessus, vous bénéficiez de 60% de réduction sur l'abonnement d'1 an avec une période de 30 jours satisfait ou remboursé. Ça vaut vraiment le coup, je pense qu'en l'utilisant déjà juste 1 an, vous allez pas mal faire le ménage et vous l'avez compris, c'est important de le faire. Et merci si vous le testez car vous le savez, ça permet aussi de soutenir la chaîne. Et maintenant, on revient à notre sujet. L'Inde, 3 287 263 km² et 1 400 000 000 d'habitants, un État-continent. Et le Pakistan, 881 913 km² et 221 millions d'habitants. Ils acquièrent tous les deux leur indépendance du Royaume-Uni en 1947, et avant cela, ils faisaient partie des Indes britanniques. Dans l'Empire des Indes, les Britanniques contrôlaient directement certains territoires, tandis que d'autres étaient ce qu'on appelait des États princiers, dirigés donc par un prince, mais sous suzeraineté britannique. Il y en avait plusieurs centaines, dont beaucoup très modestes, d'à peine une dizaine de kilomètres carrés, et cela était en réalité d'ailleurs dirigé de fait par les Britanniques, les dirigeants n'ayant qu'une autorité symbolique. Mais ce n'était pas le cas pour d'autres, comme les grands États princiers d'Hyderabad, du Mysore, du Baroda ou encore du Jammu et Cachemire. Et au moment de l'indépendance, en 1947, une partition des Indes a lieu, le but étant de les séparer en plusieurs États, et notamment de séparer les populations hindoues et les populations musulmanes. Sont alors créés les États de l'Inde et du Pakistan, le Pakistan comprenant à ce moment-là, dans le même État, un Pakistan occidental et un Pakistan oriental, le futur Bangladesh. Cette partition engendre d'énormes mouvements de population, de nombreux musulmans quittent les territoires indiens pour se rendre au Pakistan occidental ou oriental, et inversement, de nombreux hindous quittent les territoires pakistanais pour se rendre en Inde. On parle de plus de 10 à 15 millions de déplacés, et des violences intercommunautaires ont également lieu. Les estimations sur le nombre de victimes vont de plusieurs centaines de milliers à 1 million de morts. Un véritable drame donc qui va marquer les relations entre les deux pays pour les décennies à venir. Lors de cette partition, les États princiers avaient le choix de rejoindre soit l'Inde, soit le Pakistan, soit de rester indépendants. Le Maharaja, donc dirigeant du Jammu et Cachemire, Hari Singh, était hindou, mais la majorité de la population de l'État princier était musulmane. Il choisit donc l'indépendance, une sorte de juste milieu. Mais il doit faire face à plusieurs rébellions musulmanes, notamment dans le Punch et le Mirpur, militant pour leur attachement au Pakistan. Et surtout des incursions de milices pashtunes, une ethnie à majorité musulmane vivant au Pakistan et en Afghanistan, venues et soutenues par le Pakistan dans le but de se saisir de l'État princier afin qu'il rejoigne le Pakistan. Dans ce contexte, le Maharaja décide alors de demander de l'aide à l'armée indienne en échange de l'intégration du Jammu et Cachemire à l'État indien. L'armée indienne intervient, l'armée régulière pakistanaise également, et c'est ainsi que débute la première guerre indo-pakistanaise dans le Jammu et Cachemire. Elle va durer un peu plus d'1 an, entre 1947 et 1948, et finalement un cessez-le-feu est proposé par l'ONU et accepté par les deux parties. Le Jammu et Cachemire est divisé, l'Inde prend le contrôle de la partie Est et le Pakistan de la partie Ouest.
Et vous le voyez, certaines parties montagneuses passeront sous contrôle chinois, mais on n'abordera pas ce sujet ici, il l'a déjà été dans la vidéo sur les relations entre l'Inde et la Chine, que je vous invite à aller voir. Ensuite, un peu moins de 20 ans plus tard, le Pakistan tente à nouveau d'infiltrer le Cachemire indien pour créer des soulèvements dans les populations musulmanes. La manœuvre est vite repérée, et les deux États repartent pour une guerre qui durera à peine un peu plus d'un mois et demi en 1965. Et le traité de cessez-le-feu qui s'ensuit laisse les frontières inchangées, telles que vous les voyez ici. C'est la deuxième guerre entre les deux nouveaux États. Alors on le rappelle, à cette époque, le Pakistan est bien divisé en deux, on a le Pakistan occidental et le Pakistan oriental. Et c'est au Pakistan occidental que sont prises les décisions. Le Pakistan oriental, bien que représentant 45% de la population, se sent délaissé et des mouvements indépendantistes apparaissent. Il reproche notamment au gouvernement de n'allouer que peu de budget au développement de la région, ou en tout cas moins que ce que représente la population en pourcentage du total de la population au Pakistan. De plus, fin 1970, le Pakistan oriental est touché par le cyclone Bola, qui fera entre 250 et 500 000 morts. La gestion de l'urgence qui s'ensuivit a été jugée désastreuse, ce qui accentua le ressentiment envers le gouvernement pakistanais. En 1970, toujours, un parti indépendantiste, la Ligue Awami, remporte 162 sièges sur 300 aux élections législatives, mais le président de ce parti se fait arrêter et le parti interdit. Tous ces éléments mèneront au début des hostilités entre des indépendantistes qui souhaitent la séparation des deux Pakistans et l'armée en mars 1971. On a donc le début d'une guerre civile pakistanaise dans laquelle l'Inde, au début, n'apporte pas de soutien militaire sur place, même si elle masse ses troupes à la frontière, et elle accueille des millions de réfugiés bengalais. Elle finit finalement par prendre part au conflit, mais des mois plus tard, en décembre, pour soutenir les indépendantistes. On a donc là une troisième guerre entre le Pakistan et l'Inde. Alors elle n'a rien à voir avec le Cachemire cette fois-ci, mais elle débouchera sur l'indépendance du Bangladesh. Le Pakistan est donc amputé de 45% de sa population. C'est la troisième guerre entre les deux États et une grande défaite pour le Pakistan. Alors notons qu'à partir de la fin des années 60 pour l'Inde et le début des années 70 pour le Pakistan, les deux voisins ont tous deux débuté un programme nucléaire militaire, ce qui les mènera à la maîtrise de cette technologie. Ils font donc partie aujourd'hui des États détenant le feu nucléaire, ce qui donnera une autre dimension aux futures tensions. Car en 1999 a en effet lieu un nouvel affrontement. Des militaires indiens en poste dans les montagnes dans la zone de la ville de Kargil effectuent leur rotation habituelle pour l'hiver. Les avant-postes restent donc inoccupés un certain temps, et des militaires pakistanais en profitent pour s'en saisir. Le but étant à terme de bloquer Kargil, point de passage stratégique dans la région. Puis les Indiens vont récupérer ces avant-postes par les armes, ce qui mènera à la quatrième guerre qui va durer moins de 3 mois et qui s'achèvera avec la réoccupation de tous les avant-postes par l'Inde. Puis en 2001-2002 a eu lieu le moment de tension probablement le plus inquiétant entre les deux États, bien qu'il n'y ait pas eu de combat significatif. Le 13 décembre 2001, le Parlement indien est attaqué par 5 terroristes qui tuent 9 personnes avant d'être abattus par les forces de sécurité indiennes. L'attaque terroriste est condamnée par de nombreux pays, dont d'ailleurs le Pakistan, tandis que l'Inde accuse le Pakistan d'être l'instigateur de cette attaque et déclare que les terroristes abattus sont des membres de groupes basés au Pakistan et soutenus par ce dernier. Ça fait monter les tensions entre les deux pays et ils massent plusieurs centaines de milliers d'hommes et matériel aux frontières, prêts à un affrontement de grande ampleur. En janvier 2022, environ 500 000 militaires indiens sont mobilisés dans le Cachemire pour 300 000 militaires pakistanais. Des premiers tirs d'artillerie indiens ont lieu alors que le pays prévoit une offensive le 14 janvier. Mais le 12, avec la pression de son allié américain, le président pakistanais Musharraf tient un discours dans lequel il condamne l'attaque terroriste sur le Parlement indien, déclare que le conflit au Cachemire doit être réglé par le dialogue et il bannit un certain nombre d'organisations terroristes basées sur le sol pakistanais. Ça permet donc d'apaiser un peu les tensions, mais la même année, le 14 mai, une attaque suicide a lieu dans le camp militaire de Kalushak, où résident notamment les familles de militaires indiens basés au Cachemire. L'Inde accuse alors le Pakistan de ne pas tenir ses promesses du discours du 12 janvier, qu'il ne parvient pas ou ne veut pas gérer les groupes terroristes sur son sol. Elle souhaite alors répondre militairement et une fois encore, les troupes des deux pays se massent à la frontière. Des escarmouches et échanges de tirs ont également lieu. Alors l'Inde dit qu'elle n'utilisera pas l'arme nucléaire en premier, mais le Pakistan dit qu'il n'hésiterait pas à l'utiliser si besoin. Des tentatives de médiation ont lieu de la part des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Russie ou encore du Japon, et finalement la situation finit par se calmer en octobre 2022. Alors vous le voyez, ces épisodes de 2001-2002 sont importants car ils ont failli déboucher sur une guerre massive entre deux puissances nucléaires voisines, et ils ont été déclenchés par des petites actions très ciblées d'activistes et terroristes basés au Pakistan. Et c'est quelque chose qui va rester un sujet très épineux dans les relations entre les deux pays, le fait que l'Inde reproche au Pakistan de tolérer voire soutenir ces groupes terroristes qui mènent des actions dans le Cachemire indien ou même plus largement sur l'ensemble du territoire indien.
Donc suite à ces événements, on comprend qu'il est nécessaire de mettre en place des espaces de dialogue entre les deux pays. En 2004 est alors mis en place le Composite Dialogue Process, ayant pour but de régler les problèmes entre les deux États par le dialogue, les principaux sujets étant répartis en 8 grandes thématiques et assignés à des officiels et experts pour tenter de trouver des solutions. Parmi elles, la question du Cachemire évidemment, du terrorisme ou encore de la coopération commerciale et économique. Alors on peut dire que les tensions s'apaisent quand on compare à ce qui a été vécu dans le passé, mais l'Inde accuse toujours le Pakistan d'être ambigu sur ses relations avec les groupes terroristes. Et à ce propos, on peut d'ailleurs citer l'attaque en 2016 d'un groupe terroriste sur une base indienne qui fait 19 morts. L'Inde riposte en frappant le groupe, mais en territoire pakistanais. Ou encore en 2019, le 14 février, un convoi paramilitaire indien subit une attaque suicide à Pulwama. Elle fait 40 morts. L'Inde, en réponse, frappe une nouvelle fois en territoire pakistanais, le camp d'entraînement du groupe terroriste auquel l'auteur de l'attaque était affilié, à Balakot. Bref, la relation Inde-Pakistan a connu 4 guerres, la dernière en 1999, et depuis, vous l'avez compris, elle est parsemée d'escarmouches plus ou moins rapprochées, quasiment toujours au niveau du Cachemire et incluant ce facteur terrorisme pakistanais. Plusieurs cessez-le-feu ont été proclamés depuis le début de leur relation, le dernier date de 2021. Alors il est extrêmement fragile car on l'a vu, de petits incidents à la frontière peuvent mener à des moments de grande tension, mais il a le mérite d'exister et il faut noter qu'il n'y a pas eu d'incident notable depuis qu'il a été mis en place. Mais on le sait, un acte terroriste, comme il y en a beaucoup eu, peut très vite enflammer les choses. Alors ensuite, concernant le Cachemire sous contrôle indien, l'Inde pousse à l'immigration de populations non musulmanes dans le territoire afin d'accroître leur poids démographique et ainsi diminuer l'expression musulmane dans la région. C'est une méthode bien connue, la Chine fait aussi ça par exemple contre les populations musulmanes ouïghours ou contre les populations tibétaines. Autre fait majeur, le 5 août 2019, l'Inde a retiré le statut de province autonome dont bénéficiait le Jammu et Cachemire indien. Elle envoie 35 000 militaires dans la région pour anticiper d'éventuelles révoltes au moment de cette décision, et l'ancienne province est divisée en 2 régions qui deviennent territoires de l'Union indienne, l'une s'appelant toujours Jammu et Cachemire et l'autre Ladakh. C'est un moyen aussi pour l'Inde de montrer qu'elle a totalement la main sur ces provinces de manière intemporelle. Alors maintenant, avec tout ça, on pourrait se demander pourquoi ces 2 pays se battent tant à propos du Cachemire. En soi, aujourd'hui, on a une frontière de facto, certes violée régulièrement par des incursions, mais on pourrait en rester là. En fait, la question du Cachemire dépasse de loin les simples considérations ethniques ou religieuses, car cette région montagneuse abrite en réalité de nombreuses sources d'eau irriguant toute la vallée de l'Indus au Pakistan. En 1960, l'Inde et le Pakistan signent le Indus Waters Treaty avec la médiation de l'ONU. Le traité prévoit que le Pakistan jouisse de 80% du flux du bassin de l'Indus et l'Inde 20%. Concrètement, le Pakistan a des droits sur 3 rivières, l'Indus, le Jhelum et le Chenab, mais qui passent toutes 3 d'abord en territoire indien. Et l'Inde sur les autres, la Ravi, la Sutlej et la Beas. Mais l'Inde a le droit d'utiliser le flux des rivières allouées au Pakistan, mais pas pour la consommation et de manière réglementée pour l'irrigation et pour l'hydroélectricité. Le Pakistan, de son côté, est sujet à un stress hydrique. Avec la forte augmentation de sa population, l'eau disponible par habitant s'est effondrée, passant de 5000 m3 par habitant en 1951 à seulement 800 en 2025 selon les estimations. De plus, des simulations montrent qu'avec le changement climatique, le flux du bassin de l'Indus sera perturbé. Le volume d'eau à l'année restera le même, mais il sera plus inégalement réparti. L'intensité des précipitations va augmenter. Et si les études montrent une stabilité des glaciers alimentant les 3 rivières gérées par le Pakistan, ils sont en revanche en recul pour ceux alimentant les rivières gérées par l'Inde. La fonte de ces glaciers va rendre les flux des rivières impactées beaucoup plus saisonniers et donc accentuer la répartition inégale de la ressource en eau sur l'année. Le Cachemire est donc absolument stratégique et vital, notamment pour le Pakistan, car une bonne partie de l'eau du bassin de l'Indus y trouve sa source. La crainte du Pakistan, c'est en fait que l'Inde se serve du levier de l'eau pour faire pression, ce qui sera d'autant plus facile du fait des inégalités de répartition produites par le changement climatique. Alors il faut tout de même noter que l'Inde ne laisse déjà passer que très peu d'eau dans les 3 rivières orientales dont elle a la charge, le seul moyen de pression serait donc de faire des retenues d'eau pour les 3 rivières occidentales, en violation du traité de 1960. Mais il faut noter qu'après les attaques terroristes de 2016 et 2019 dont on a déjà parlé, l'Inde avait déjà menacé d'utiliser l'eau comme moyen de pression. Et du côté de l'Inde, on craint que le Pakistan se serve d'événements provoqués par le changement climatique pour accuser l'Inde d'utiliser l'arme de l'eau et ainsi dégrader son image à l'international. Alors de toute façon, l'Inde ne va pas complètement bloquer l'eau évidemment, mais des ajustements sur les débits d'eau lui permettraient de déstabiliser le Pakistan, dont 80% de l'agriculture dépend du bassin de l'Indus. En effet, la ressource en eau au Pakistan est déjà assez mal gérée aujourd'hui. 29% de l'eau utilisée provient des nappes souterraines et 71% des eaux de surface, mais il y a une surexploitation des eaux souterraines et donc une augmentation de la salinité des sols, ce qui impacte l'agriculture. 4,5 millions d'hectares de terre ont été salinisés, la moitié dans le bassin de l'Indus.
Par ailleurs, le Pakistan a toujours très peu de capacité de stockage de l'eau. Le Pakistan stocke 150 mètres cubes par habitant par an, soit l'équivalent de seulement 30 jours de consommation. Et les deux seuls réservoirs, à Tarbela et Mangla, ont en plus des problèmes d'envasement, ce qui leur fait perdre entre 20 et 32% de leur capacité de stockage à cause des dépôts de sédiments au fond des réservoirs. Et le Pakistan doit en plus laisser passer un flux d'eau conséquent tout au long du bassin de l'Indus jusqu'à la mer pour permettre de maintenir les activités de pêche près des côtes et aussi pour éviter la remontée des eaux salées de la mer et donc également la salinisation des terres proches de la côte. Ensuite, il y a aussi des problèmes de partage des eaux entre les différentes provinces du Pakistan. En 1991, un accord a été signé entre ces provinces pour convenir d'un partage des eaux. Grosso modo, ça s'est bien passé pendant une dizaine d'années, mais des frictions sont apparues entre les provinces dès les premières difficultés. Par exemple, le Sindh reproche au Punjab de ne pas laisser passer assez d'eau, et le Balouchistan reproche la même chose, mais au Sindh. Vous voyez sur la carte le volume d'eau accordé à chaque province par année, et quand il y a un manque d'eau, elles sont censées réduire équitablement et proportionnellement leur consommation, sauf pour le Balouchistan et le KPK qui ont été exemptés de cette obligation en 2003. Donc lors des manques d'eau, ce sont le Punjab et le Sindh, qui sont les plus gros consommateurs, qui doivent en prendre l'entière responsabilité. Et bien sûr, c'est quelque chose qu'ils dénoncent et critiquent. De plus, le KPK et le Balouchistan reçoivent souvent plus d'eau que ce dont ils ont besoin, et ils ne disposent pas de réseaux d'irrigation encore très développés. On leur reproche donc de gâcher de l'eau, tandis que le Punjab et le Sindh ont de gros besoins. Le Punjab se plaint aussi du fait qu'il ait une allocation de ressources en eau à peu près équivalente à celle du Sindh, alors qu'il a plus du double de terres cultivées. Vous voyez sur la carte les pourcentages de volume cultivés par les provinces du Punjab et du Sindh par rapport au volume national. Bref, je vous ai fait tout ce focus sur la gestion de l'eau au Pakistan pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point cette ressource est stratégique pour le pays et comment l'Inde peut l'utiliser pour déstabiliser son voisin. D'où les volontés du Pakistan de contrôle du Cachemire, hors des considérations religieuses ou ethniques. Donc même si un cessez-le-feu est en cours, il faut s'attendre à d'éventuelles nouvelles escarmouches entre les deux pays, comme celles qui ont rythmé leurs relations pendant une bonne partie de ce début de 21e siècle, en espérant qu'ils parviennent à éviter l'escalade. Alors la vidéo étant déjà assez longue, je n'évoque pas les mécaniques d'alliance ou de coopération géopolitique avec les autres pays de la région, mais si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite une nouvelle fois à aller regarder la vidéo sur les relations entre l'Inde et la Chine. On y parle aussi du Pakistan et du Cachemire et des intérêts de chacun pour cette région montagneuse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, faites-le savoir, mettez un like, un commentaire, ça aidera à la booster sur YouTube. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans lettres. Et si vous souhaitez soutenir financièrement ce projet, vous pouvez aussi le faire en faisant un don via la plateforme Tipeee. Et merci encore à tous les tipeurs. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!